Quiribus, de l'occitan pour le rocher des buis. Tel un nid d'aigle, cette forteresse est perchée sur un piton rocher des Corbières à 728 mètres d'altitude. Le gardien du Gros de Maury surveille le massif des Corbières, la Fenouillède et la plaine du Roussillon. Le château fort constitue ainsi le poste avancé de Perpertuse, érigé à 4 km de là. L'existence du castrum semble remonter au Xe siècle. Toutefois, il est mentionné pour la première fois qu'en 1020 dans le testament du comte de Bessalou, Bernard de Taillefer. Faisant partie de la vicomté de Fenouillède, les droits de propriété sur la place forte sont partagés en ce XIe siècle entre les héritiers du comte et le vicomte de Narbonne. En 1111, la suzeraineté passe au comte de Barcelone, Ramon Berenguer III, avant d'intégrer par mariage le royaume d'Aragon. Dans le cadre du dispositif défensif de la frontière nord de l'Aragon, Quiribus joue un rôle prépondérant jusqu'en 1172, date à laquelle le comté de Roussillon est annexé à la couronne d'Aragon. Concédé en 1239 par le régent du royaume d'Aragon au roi de France Louis IX, le château fort est tenu de fait par Chabert de Barbera, ancien ingénieur militaire du roi d'Aragon acquis aux idées albigeoises. Avec la croisade contre les hérétiques et la chute de Montségur, il accueille de nombreux chevaliers des Corbières ainsi que le parfait cathare Benoît de Termes. Estimant que cette situation ne puisse durer plus longtemps, Saint-Louis dépêche le sénéchal de Carcassonne, Olivier de Termes, pour assiéger et précipiter la reddition de la citadelle. Ainsi, en 1255, Quiribus est l'avant-dernier bastion cathare à tomber aux mains des croisés. Désormais forteresse royale, de nombreux aménagements du bâti sont réalisés par les architectes royaux. Fer de lance de la défense sur la frontière franco-aragonaise depuis la signature du traité de Corbeil en 1258, Quiribus est confié à un châtelain et fait partie des 5 fils de Carcassonne avec Aguilar, puis Laurence, Termes et Perpertuse. Assiégée et prise en 1473 par les troupes du roi Jean II d'Aragon, la forteresse ne perd définitivement son intérêt stratégique qu'en 1659, lors de la signature du traité des Pyrénées, fixant la frontière franco-espagnole à l'emplacement actuel. La forteresse se compose de 3 enceintes étagées protégeant le donjon au point culminant. L'accès à la première enceinte s'effectue du côté nord-ouest par un escalier escarpé composé de degrés en pierre de taille. Épaisse d'1,50 m, cette enceinte est destinée à défendre l'accès. Les meurtrières sur le flanc ouest en témoignent. La structure est renforcée par un mur bouclier épais de 2 mètres qui date, semble-t-il, du XVIe siècle. Le second niveau est accessible par l'intermédiaire d'une rampe taillée dans la roche. Construite essentiellement en tout venant, la seconde enceinte s'élève au-dessus et en retrait de la première. À l'ouest, une vaste pièce semble destinée à loger les troupes. À l'est, une citerne est partiellement aménagée dans la roche. Recueillant les eaux de pluie, elle servait au ravitaillement de la garnison.
La dernière barrière fortifiée est la plus importante puisqu'elle cerne le donjon. L'accès à l'enceinte se fait par une porte en plein cintre surmontée d'une bretèche. Elle s'articule autour d'une cour suivie d'une plateforme jouxtée de bâtiments. À l'étage se trouve une pièce autrefois carrelée. De là, une porte basse ouvre sur une pièce voûtée abritant une citerne supplémentaire. À l'est subsistent les vestiges d'un corps de logis s'étageant sur 3 niveaux d'une dizaine de mètres de hauteur au total. Ajouré au sud, le rez-de-chaussée du bâtiment abritait une salle couverte d'un plancher supporté par des arcs. Une plateforme de dimension plus réduite jouxte le corps de logis côté nord. Le piton rocheux qui supporte le donjon a servi de carrière de pierre au fur et à mesure de sa construction. Les murs du bâti massif mesurent jusqu'à 5 mètres d'épaisseur. Au XVIe siècle, le donjon médiéval a fait l'objet d'un chemisage maçonné à profil polygonal afin d'offrir moins de prise à l'artillerie de siège. Le donjon est pourvu de 2 accès. D'une part, sur sa face, une poterne pourvue d'un escalier en bois hors œuvre, défendu par un assaut moire, et, d'autre part, une porte aménagée de plain-pied avec la cour de la 3e enceinte qui ouvre sur une tour d'escalier flanquée du côté sud. Au sein même du donjon, 3 parties peuvent être distinguées. La première correspond à la grande salle du château dite du pilier. Véritable joyau architectural de style gothique, le couvrement nervuré caractéristique du XIVe siècle rompt par son raffinement avec la ligne massive du donjon. Structurées par 4 voûtes sur croisées d'ogives asymétriques, ces dernières retombent sur les culs de lampe pyramidaux de l'unique pilier qui repose à sa base octogonale sur un massif rectangulaire excentré par rapport au plan d'ensemble. Autrefois, la salle comportait 2 niveaux, séparés par un plancher installé à hauteur de la base du pilier. Côté sud, une unique baie géminée à meneaux croisés de type gothique éclaire la salle. La seconde partie comprend 2 pièces acculées à la salle du pilier qui assure sa liaison avec l'escalier à vis. En contrebas, une caponnière, sorte de galerie couverte, permet d'accéder à une casemate. Percée de 3 meurtrières, elle est destinée à la défense du flanc oriental de la forteresse, rendue vulnérable par la colline qui lui fait face. La 3e partie est un escalier à vis qui dessert les différents étages jusqu'à la terrasse. À mi-hauteur, il donnait autrefois accès à une galerie en bois qui communiquait au sud avec le corps de logis par une porte aujourd'hui condamnée. La terrasse est défendue par un parapet percé de 3 grandes canonnières, dirigées à l'ouest au-dessus des enceintes du château, à l'est vers le sommet de la colline et au nord vers le chemin d'accès. Témoin singulier de ce que fut l'histoire mouvementée de l'Europe féodale, le gardien du Gros de Maury s'impose, comme jadis dans le paysage des Corbières, veillant en paix sur les populations environnantes.